Gemini Enemy présente Blabla Science. Aujourd'hui, de la décohérence à la téléportation quantique. Bon, décortiquons tout ça. Bienvenue dans cette nouvelle exploration en profondeur. Aujourd'hui, on a une mission assez spéciale. Oui, une mission qui donne un peu le vertige, il faut bien l'avouer. Complètement. On va plonger au cœur d'une série d'analyses et de notes expertes qui s'attaquent aux mystères les plus profonds et, disons-le franchement, les plus déroutants de la mécanique quantique. C'est un sacré programme. Il y a de quoi faire. L'objectif, c'est vraiment de rendre ces concepts qui ont l'air super denses, totalement limpides. Pour quiconque a envie de comprendre la physique de demain, sans se perdre dans le jargon scientifique. Exactement. Pas besoin d'un doctorat pour saisir l'essentiel. Et on va aller loin, on part de la perte de cohérence d'un simple photon pour aller jusqu'aux promesses de la téléportation quantique, sans oublier ces fameux capteurs dignes de la science-fiction qui peuvent voir à travers des murs solides. Ce qui est fascinant ici, c'est qu'il ne s'agit pas juste de décrire des comportements de particules dans un laboratoire un peu stérile, tu vois. C'est pas juste de la théorie sur un tableau noir. Voilà. L'enjeu, c'est de saisir pourquoi ces phénomènes remettent fondamentalement en question notre vision de la réalité, la structure du temps et même la nature de l'espace. C'est un véritable basculement conceptuel. Ça nous oblige à repenser la façon dont l'univers entier est cousu ensemble. Entrons directement dans le vif du sujet avec le premier grand mystère, la fameuse perte de cohérence. La décohérence, oui. Le principe de base, d'après nos sources, c'est que lorsqu'une particule, disons un photon, est détectée ou mesurée, sa fonction d'onde s'effondre. Avant cette mesure, le photon était dans une superposition d'états. Il passait par tous les chemins possibles simultanément, en fait. C'est ça. Mais dès qu'on pose les yeux dessus, d'une manière ou d'une autre, cette magie disparaît. L'une des analogies utilisées dans les documents pour illustrer ça est vraiment brillante. C'est comme filmer une voiture à un carrefour. C'est une excellente image pour vulgariser le truc. Tant qu'on ne regarde pas, la voiture quantique est à la fois engagée sur la route de gauche, sur celle de droite, et peut-être même en train de faire demi-tour. C'est un potentiel pur. Mais une fois que la caméra a enregistré la voiture tournée à gauche, c'est terminé. Elle peut plus redevenir une voiture qui, est peut-être allée à droite. Même si la route devant elle s'étend à perte de vue. Exactement, sans aucun obstacle. La superposition s'est évaporée. Et cette évaporation, c'est pas un détail mineur. C'est un événement dramatique et surtout irréversible. L'environnement ou l'instrument de mesure possède désormais l'information. Et la particule le sait. Du coup, c'est ce qu'on appelle la décohérence. Il est crucial de comprendre que la cohérence de superposition, ce don d'ubiquité, elle revient jamais par un coup de baguette magique. L'univers entier a pris note de cette information. Il faudrait effacer l'impact de cette mesure sur la totalité de l'univers pour revenir en arrière. Ce qui est physiquement impossible, on est d'accord. Totalement impossible, ouais. Il faut d'ailleurs bien séparer deux termes qui se ressemblent mais qui n'ont rien à voir. La cohérence de superposition dont on vient de parler, elle est perdue. Mais la particule garde une cohérence de phase. C'est bien ça, hein ? Tout à fait. Le photon, après avoir été mesuré, peut tout à fait continuer sa route de façon très ordonnée. Il peut vibrer en parfaite harmonie avec des milliards d'autres photons au sein d'un rayon laser. C'est ça la cohérence de phase. Voilà. Il reste organisé, mais il porte en lui la cicatrice indélébile de la mesure. Il a été forcé de choisir une trajectoire unique et définitive. Ce qui semble être une règle absolue, pourtant les sources décrivent un scénario où l'on arrive à tricher un peu avec cette loi de l'univers. C'est l'expérience de la gomme quantique. Ah oui, une expérience mythique. Prenons l'expérience classique des fentes de Young, où un photon passe par deux fentes à la fois pour créer un motif d'interférence sur un écran, un peu comme des vagues sur l'eau qui se croisent. Si on met un détecteur pour savoir par quelle fente il passe, pouf, plus d'interférence. Il redevient une simple bille classique. C'est la décohérence en action, tout simplement. Dès que l'information du chemin emprunté existe, la magie quantique s'effondre. Mais avec la gomme quantique, on ne met pas de gros détecteurs. On marque les photons au passage avec des filtres polariseurs. Un filtre vertical pour la fente A, un horizontal pour la fente B. On leur met une petite étiquette. C'est ça. Le photon traverse, l'écran enregistre l'impact, mais comme il porte maintenant cette étiquette de polarisation qui dit par où il est passé, le motif d'interférence disparaît. Jusqu'ici, c'est logique. L'information est disponible dans l'environnement. Mais le tour de passe-passe survient quand on place un troisième filtre, tourné à 45 degrés juste avant que les photons ne touchent l'écran. Le fameux effaceur. Oui, ce filtre diagonal va laisser passer une partie des photons verticaux et une partie des horizontaux.
En sortant de ce filtre, ils sont tous polarisés en diagonale. On vient d'effacer physiquement la différence entre eux. L'étiquette a disparu. Et c'est là que le cerveau fait des nœuds. Dès qu'on efface cette étiquette, la figure d'interférence réapparaît sur l'écran. Magique. Mais il y a une version de cette expérience qui va encore plus loin, celle du choix retardé. On utilise des photons jumeaux, intriqués. On envoie le premier vers l'écran pour dessiner le motif, et le second très loin vers des détecteurs, et ce fameux filtre effaceur. Et c'est là que la physique défie notre intuition. On peut laisser le premier photon s'écraser sur l'écran. C'est un événement passé, acté. Et ensuite, on décide si on efface ou non l'information sur le second photon, qui a eu un trajet plus long. Donc après coup. Incroyablement, le motif formé par les premiers photons dans le passé correspond exactement au choix qu'on fait dans le futur pour leurs jumeaux. Attendez, c'est comme si le présent modifiait le passé. En apparence, oui, mais c'est surtout la preuve éclatante que le temps quantique n'est pas notre temps linéaire classique. Cela démontre que ce n'est pas la conscience d'un observateur qui détruit l'état quantique, mais la simple disponibilité de l'information. Donc, si je comprends bien, Si l'information sur le chemin emprunté n'est finalement jamais lisible, l'univers considère qu'elle n'a jamais existé et la cohérence est préservée. cette notion de particules jumelles nous fait glisser vers le concept le plus célèbre et peut-être le plus controversé de l'histoire de la physique, l'intrication quantique. Albert Einstein détestait ça. Il appelait ça l'action fantôme à distance. Einstein refusait de croire qu'une action sur une particule puisse avoir un effet instantané sur une autre située à des années-lumière. Pour préserver sa théorie de la relativité, qui interdit que l'information voyage plus vite que la lumière, il a imaginé une autre explication. C'est l'analogie de paire de gants, c'est ça? Exactement. Elle est très parlante. Imaginons qu'on prenne une paire de gants. On met le gant gauche dans une boîte qu'on expédie à Paris et le gant droit dans une boîte envoyée à Tokyo. Au moment précis où l'on ouvre la boîte de Paris et qu'on découvre un gant gauche, on sait instantanément que celui de Tokyo est droit. La déduction est immédiate. Voilà. Et pour Einstein, il n'y avait aucune communication magique plus rapide que la lumière. Là-dedans, le gant de Paris était gauche depuis le tout début. Il postulait l'existence de variables cachées, une sorte de plan d'instruction secret embarqué dès la création des particules. La logique d'Einstein semblait rassurante. Elle préservait un univers déterministe où tout est préprogrammé. Mais la nature a décidé de contredire Einstein. En 1964, le physicien John Bell a formulé un théorème mathématique prouvant que si ce mécanisme caché existait, il y aurait une limite stricte au niveau de corrélation observable entre des particules mesurées sous différents angles. C'est ce qu'on nomme les inégalités de Bell. Et c'est là qu'intervient Alain Aspect. Avec son expérience en 1992, qui lui a valu un prix Nobel en 2022, il a réussi à tester ces inégalités en laboratoire. Et le verdict tombe comme un coup près, les inégalités sont violées par les photons. Absolument. Les corrélations mesurées sont beaucoup trop fortes pour être expliquées par un plan caché. Contrairement au gant qui était gauche dès le départ, le photon est dans un état véritablement indéfini avant d'être mesuré. Il n'a pas de plan caché. Non, c'est bien la mesure du premier qui détermine instantanément l'état du second, peu importe la distance. Il n'y a pas de mécanisme sous le capot. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Si on écarte l'idée d'un câble invisible ou d'une onde radio secrète qui relierait ces particules, comment on explique cette réalité? Cela implique un changement d'axiome. Un axiome. Oui, un axiome, c'est une vérité de base qu'on accepte sans avoir besoin de la prouver. En physique moderne, de nombreux théoriciens considèrent qu'il faut accepter l'intrication et donc la non-localité comme l'axiome fondamental. L'univers n'est pas qu'une collection d'objets séparés par du vide. Donc l'espace lui-même serait différent. Le tissu fondamental de la réalité ne serait pas la matière, ni même l'espace, mais l'information. L'intrication montre que l'information décrivant deux particules peut être inséparable, créant un pont en dehors de notre conception classique des distances. Si cette information est si profondément liée, même à distance, est-ce qu'on ne pourrait pas s'en servir pour transmettre quelque chose? C'est la grande question. C'est exactement ce que des chercheurs ont tenté et réussi aux îles Canaries en 2012. Ils ont accompli une véritable téléportation quantique sur 143 km en plein air, entre l'île de La Palma et Tenerife. Mais attention, quand on parle de téléportation, l'esprit va tout de suite à des films de science-fiction. Est-ce qu'on dématérialise un objet physique pour le recréer de l'autre côté? C'est le piège classique dans lequel il ne faut surtout pas tomber. On ne téléporte en aucun cas de la matière. On téléporte un état quantique, L'information pure. c'est-à-dire l'information qui définit une particule. Et le défi énorme de l'expérience des Canaries était de faire voyager cette information ultra fragile,
dans l'atmosphère libre, pleine de perturbations, sur 143 km. L'analogie du funambule dans les documents est d'ailleurs parfaite pour comprendre cet exploit. Le photon qui voyage est comme un funambule en train de traverser un fil au-dessus d'un canyon. L'air turbulent et les molécules d'oxygène autour de lui sont comme une nuée de petits oiseaux. C'est très poétique. Tant qu'aucun de ces oiseaux ne vient se poser sur le balancier du funambule pour le forcer à tomber à gauche ou à droite, c'est-à-dire tant qu'aucune molécule n'absorbe l'information du photon, sa superposition survit au voyage. Et pour que la téléportation fonctionne à l'arrivée, il faut un protocole astucieux qui implique nos célèbres personnages fictifs de cryptographie, Alice et Bob. Les fameux. Alice possède un photon initial dont elle veut envoyer l'état exact à Bob. Pour ce faire, ils partagent d'abord une paire de photons intriqués. Alice en garde un, Bob à l'autre à Tenerife. L'étape magique s'appelle la mesure de Bell. Alice va forcer le photon qu'elle veut téléporter à interagir avec son photon intriqué. En gros, elle les force à se tenir la main et à partager un état commun. C'est ça. Cette interaction détruit instantanément le photon original d'Alice. Sa fonction d'onde s'effondre. Mais, par l'effet miroir de l'intrication, le photon de Bob, situé à 143 km de là, est instantanément altéré et adopte une configuration qui contient l'état du photon de départ. Mais il y a un paradoxe de lenteur assez frustrant dans cette histoire. Bob se retrouve avec un photon modifié instantanément, oui, mais il n'a aucune idée de la manière dont il doit le lire. Bah non, il lui manque la clé. Pour déchiffrer cet état, il faut absolument qu'Alice lui passe un coup de téléphone classique ou lui envoie un email pour lui dire « Voici les résultats exacts de ma mesure de Bell ». Sans ce coup de fil classique, limité à la vitesse de la lumière, le photon de Bob n'est qu'un charabia aléatoire. Si l'on lit ça à la vue d'ensemble, cette contrainte apparente est en réalité le garde-fou absolu de la physique. L'univers protège la causalité. Imaginons que l'intrication soit comme envoyer des confettis. Alice déclenche la mesure et Bob reçoit instantanément des confettis déchiquetés. Ça arrive tout de suite. C'est immédiat, mais totalement illisible en l'état. Le message classique d'Alice, le fameux coup de téléphone, c'est la notice de montage qui explique à Bob comment recoller les confettis. Donc la magie instantanée opère, mais l'univers nous oblige à utiliser les services postaux habituels pour que ça ait du sens. Précisément, sans cette limite, on pourrait envoyer de l'information compréhensible plus vite que la lumière, ce qui, selon la relativité, reviendrait à envoyer des messages dans le passé. Et ça, la nature l'interdit formellement. Ce qui semble être un inconvénient pour la communication ultra rapide devient en fait l'avantage ultime pour la sécurité. C'est le principe de la cryptographie quantique. Puisque l'information est liée à des particules superposées, si un espion tente d'intercepter la clé de sécurité en route, son simple regard force la particule à choisir un état. La décohérence s'applique immédiatement. C'est comme essayer de palper une bulle de savon dans le noir pour deviner sa forme. Au moindre contact, elle éclate. Les destinataires légitimes constateront des anomalies dans les statistiques des particules reçues et sauront instantanément qu'il y a eu écoute. Une sécurité garantie par les lois incontournables de la physique, pas par un algorithme qu'un superordinateur pourrait casser. La maîtrise de cette fragilité ouvre effectivement la voie à des technologies sans précédent. Mais pour aller plus loin et créer de vrais ordinateurs quantiques, il faut souvent délaisser les photons, qui voyagent très bien mais sont durs à retenir, pour s'intéresser aux électrons. C'est là que ça devient vraiment intéressant. On entre dans le dur de l'informatique de demain. Les électrons ont une masse, une charge électrique. Et surtout, ils possèdent une propriété qu'on appelle le spin, avec une valeur de 1/2. Ce détail technique en fait le qubit, l'unité d'information quantique parfaite. Et pourquoi ? Parce que ce spin ne peut pointer que dans deux directions fondamentales, up, vers le haut, ou down, vers le bas. Pas de position intermédiaire bâtarde quand on le mesure. C'est un qubit naturel idéal. Oui. Mais intriquer des électrons est un défi d'ingénierie colossal. Avec leur charge électrique, ils interagissent très facilement avec tout ce qui les entoure. Ils perdent leur cohérence très vite. Pour les maîtriser, on les piège dans ce qu'on appelle des boîtes quantiques, de minuscules cages gravées sur du silicium. J'ai lu dans les notes qu'on utilisait le principe d'exclusion de Pauli pour les intriquer. Mais bon, ça sonne un peu abstrait. Comment ça marche concrètement ? Il y a une règle fondamentale en physique. C'est ce fameux principe de Pauli. Imagine que deux électrons sont comme deux aimants identiques que tu forces à entrer dans une toute petite boîte. L'univers refuse catégoriquement qu'ils occupent le même état quantique au même endroit. Ils doivent faire un compromis.
Donc, en abaissant les barrières entre deux boîtes quantiques pour les forcer à interagir, ils s'arrangent. Pour coexister, ils se placent dans un état appelé singulé. Leurs spins deviennent parfaitement opposés. Si l'un est up, l'autre est obligatoirement down. C'est ça. Leurs états sont enlacés de telle sorte que la somme globale de leurs spins reste nulle. Et ce lien singulé est d'une ténacité redoutable une fois établi. Une ténacité qui se moque des distances. Une expérience menée à l'université de Delft en 2015 a permis d'intriquer deux électrons séparés par 1,3 km à travers tout un campus universitaire. C'est fascinant. Et ce qui donne le vertige, c'est de réaliser que pour les équations mathématiques qui décrivent ce duo d'électrons, cette distance physique de 1,3 km n'existe tout simplement pas. Le lien d'intrication vit hors de l'espace. Complètement en dehors. On pourrait mettre un mur de béton ou une cage de Faraday entre eux, le lien ne serait pas coupé, car il ne voyage pas à travers l'espace. Il est une propriété partagée. Cette capacité à ignorer les obstacles physiques classiques permet d'envisager des technologies littéralement qualifiées de fantômes. Par exemple, l'imagerie fantôme. Le concept paraît absurde au premier abord. On génère une paire de photons intriqués. Le premier photon est dirigé vers un objet qu'on souhaite photographier. Il rebondit dessus et termine sa course dans un détecteur très rudimentaire. Qui fait quoi, ce détecteur? Il ne capte qu'une chose, l'heure exacte de l'impact, sans aucune résolution d'image. Et le deuxième photon? Le deuxième photon, lui, ne voit jamais l'objet. Il est envoyé directement dans un chemin séparé vers une caméra haute résolution, hautement sensible. Donc, on a un pixel flou d'un côté et une caméra qui photographie le vide de l'autre. Exactement. Mais parce que les deux photons partagent la même fonction d'onde intriquée. En recoupant les données d'arrivée du premier détecteur avec ce que capte la caméra haute résolution au même moment précis, l'ordinateur arrive à reconstruire l'image détaillée de l'objet. C'est fou. La caméra forme une image à partir de particules de lumière qui n'ont jamais frôlé le sujet photographié. Photographier un objet avec de la lumière qui ne l'a jamais touché, ça dépasse l'entendement. Mais l'exploitation des spins des électrons va encore plus loin. On a exploré l'idée de capteurs permettant de voir à travers les murs. Comment des électrons peuvent-ils nous aider à localiser une masse enfouie sous terre ou sous l'eau? Pour ça, les chercheurs s'appuient sur des diamants ultra purs, dans lesquels on provoque artificiellement un défaut de structure géométrique appelé centre azote-lacune ou centre NV. Ce défaut agit comme un piège naturel parfait pour un électron. On peut contrôler et lire le spin de cet électron captif de manière très précise à l'aide de lasers. D'accord. Or, le spin d'un électron est incroyablement sensible aux infimes variations du champ magnétique environnant. Et puisque l'intrication et les champs magnétiques à cette échelle se moquent des murs solides, Voilà, en déployant un réseau de ces diamants quantiques, on obtient un capteur magnétique d'une sensibilité inouïe. Il ne cherche pas à envoyer une onde rebondir sur un obstacle comme un radar classique. Il sent les perturbations de l'environnement. il est passif en quelque sorte. C'est ce qui permet d'envisager la détection de grandes masses métalliques, comme un sous-marin en plongée profonde, ou la présence de tunnels souterrains, en mesurant simplement les anomalies magnétiques à travers le sol ou l'eau. Et le point crucial, c'est que contrairement à un radar ou un sonar classique, il est physiquement impossible à brouiller. Parce que toute tentative d'envoyer un signal pour perturber ou tromper le capteur en diamant forcerait l'électron à interagir, Exact. ce qui provoquerait une décohérence immédiate de son état quantique. Comme la bulle de savon de tout à l'heure, l'intrus révélerait sa présence en essayant de fausser la mesure. C'est le capteur furtif ultime. On est bien loin des simples concepts abstraits sur des tableaux noirs. La mécanique quantique, avec son fragile équilibre de cohérence et son incroyable non-localité, est en train de devenir l'outil d'ingénierie le plus puissant de notre siècle. En résumé de cette formidable exploration, s'il y a des points capitaux à retenir pour ceux qui nous écoutent, c'est d'abord l'extrême fragilité de ce monde microscopique. La moindre interaction avec l'environnement force la matière à choisir un camp, laissant une trace indélébile. Tout à fait. Mais tant qu'on parvient à isoler ces systèmes, l'intrication nous dévoile un univers où l'information est plus fondamentale que l'espace lui-même, liant des particules à travers les continents. Pourtant, de manière rassurante, cette magie quantique respecte scrupuleusement la flèche du temps et nos lois de causalité, nous obligeant à utiliser nos bons vieux réseaux de communication pour déchiffrer ces secrets. Il y a une véritable leçon de modestie à tirer de tout cela. La nature nous donne accès à une toile d'informations intriquée, aux propriétés littéralement magiques, mais elle impose des règles strictes. Elle refuse que nous trichions avec le temps, exigeant notre coopération avec la physique classique pour extraire de l'information utile. L'univers accepte de nous prêter ses outils, mais seulement si nous en respectons le mode d'emploi.
C'est une pensée très élégante. Et pour clore cette analyse en beauté, je voudrais rebondir sur une question vertigineuse soulevée en filigrane dans les notes de nos chercheurs. On a vu et répété qu'une particule en superposition, une fois mesurée, est forcée de choisir une réalité bien précise. La voiture tourne définitivement à gauche. C'est ça, mais on peut se demander ceci. Où va l'information de tous les autres choix possibles qui n'ont pas été réalisés? Est-ce que les possibilités de tourner à droite ou de faire demi-tour s'évaporent purement et simplement dans le néant total, ce qui est l'interprétation classique dite de Copenhague? C'est le grand débat. Ou bien, chaque fois qu'un choix quantique est fait, l'univers se divise-t-il pour créer une infinité de multiverses où toutes les autres alternatives continuent d'exister et d'évoluer en parallèle? C'est une réflexion assez troublante à garder en tête la prochaine fois qu'on hésitera bêtement entre un café ou un thé. Sur ce, merci de nous avoir accompagnés dans cette plongée vertigineuse aux confins de la réalité.